j'aspirais à l'entreprise et j'en ai parlé. Et là, on est venu me voir. Parents vivent dans cet espace qu'ils appellent leur pays, qui s'appelle le Cameroun. Et nous sommes nés, donc les gens de ma génération et les plus jeunes aujourd'hui, nous sommes nés et avons grandi dans cet espace où toute la structure matérielle et immatérielle, organique, n'a rien à voir réellement avec ce que nous sommes. Imaginez comment penser le progrès lorsqu'on est complètement déconnecté de la substance et de la structure et de l'architecture qui nous permet réellement de penser une véritable émancipation. Et donc, finalement, aujourd'hui, moi, je me considère plus comme un faux français que comme un Camerounais, puisque toutes les structures de ces espaces sont des pâles copies de la France et des fausses copies de la France. Et logiquement, toutes les nouvelles générations et moi, et puis les générations suivantes sont censées, une fois adultes, chercher à aller voir l'original. L'original, c'est la France. En fait, aujourd'hui, on entend parler d'immigration, mais je pense que, logiquement, tous les enfants de ces différents espaces, je parle du Cameroun, du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, devraient, à l'âge adulte, essayer d'aller voir l'original. Puisqu'ils vivent dans la copie. Et logiquement, le bled, pour ces gens-là, c'est la France. Puisque moi, je suis né dans un espace qui est une espèce de copie de l'original. Donc, en temps normal, je devrais aller, une fois adulte, aller chercher à voir l'original. Et donc, logiquement, le bled serait la France. Et donc, comment imaginer et penser le progrès dans une structure qui n'a rien à voir avec notre réalité? Comment construire à partir d'une espèce de réceptacle complètement erroné? Comment imaginer le progrès? Peut-être que pour nous, pour les habitants de ces espaces, le progrès serait de repenser la recollection à nos traditions, à cet environnement, parce que sans une architecture et un réceptacle animé et porté par une véritable substance, il n'y a pas de futur, il n'y aurait donc pas de progrès. Le progrès serait peut-être alors aujourd'hui d'imaginer un retour à ces traditions, un retour au réel de ces écosystèmes, ce qui nous amène aussi, pas seulement en tant qu'Africains, mais en tant qu'humains, à repenser comment habiter nos différents espaces. Parce que toutes les problématiques auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, malgré les nouvelles technologies et toutes les superbes créations, proviennent aussi du fait que nous habitons très mal nos différents espaces. Nous ne connaissons pas nos écosystèmes, nous les connaissons très mal parce que souvent on va chercher le merveilleux, on va chercher la beauté, pourtant elle est sous nos pieds. Comment est-ce qu'on repense aujourd'hui la reconnexion avec la substance, c'est-à-dire celle que la nature et les dieux ont mis à notre disposition et dont nous nous sommes éloignés, pensant créer la technologie, mais regardez le corps humain, est-ce qu'il y a plus high-tech qu'un corps humain? Comment est-ce que nous pouvons repenser aujourd'hui la reconstruction de nos espaces pour que finalement les habitants que nous sommes, quelles que soient les couleurs, quelles que soient nos origines, nous puissions revivre de manière paisible et finalement vivre pour ce pourquoi nous nous sommes faits. Pour moi, le progrès serait peut-être à un moment donné de repenser comment est-ce que nous repartons de zéro. Comment est-ce que nous repensons la cohabitation entre les uns et les autres? Comment nous émanciper des frontières qui ont été mises en place par les humains? Parce que la nature et les dieux, s'ils voulaient des frontières, je pense qu'ils l'auraient pensé à notre place. Comment on s'émancipe de cette espèce de condescendance qui anime les humains et qui pensent qu'ils vont créer la beauté, qui vont créer l'émerveillement lorsque l'émerveillement est déjà sous nos pieds, lorsque la nature nous a déjà tout donné. Alors, pour moi, le progrès aujourd'hui, c'est de réanimer l'amour qui est en chacun de vous ici et de réanimer le wifi qui est en chacun de vous afin que finalement nous puissions nous connecter les uns les autres. Merci beaucoup. Dans les années 70, l'an 2000 était configuré à l'avance.
Il était même doublement représenté. Il était dans les bandes dessinées que nous recevions, et on nous expliquait comment on allait voyager, travailler, communiquer, se nourrir, se divertir, de sorte que chacun d'entre nous pouvait tracer une ligne individuelle entre le présent où nous étions et ce futur qui nous était représenté. Autrement dit, Guy des Progrès, qui était encore vivace, très vivace, à la fin des 30 Glorieuses, servait de tremplin temporel. Et vous remarquez que ça n'est plus le cas, il s'est passé quelque chose. On a du mal à fixer pour le futur, pour 2050, par exemple, pour 2100, un horizon projectif qui ait la même puissance symbolique que celle qu'avait pu avoir l'an 2000. En fait, aujourd'hui, quand on en parle, et c'est rare, on parle du progrès comme on parle du Tour de France, en disant c'était mieux avant. Sauf que quand il s'agit du Tour de France, plutôt, quand il s'agit du progrès, pardon, c'est une phrase auto-contradictoire. Parce que si progrès il y a eu, ça ne peut pas avoir été mieux avant. Donc il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire que le futur, qui est normalement le lieu de l'espoir, s'est transmuté en un multiplicateur de peur. Et je pense qu'il faut essayer de revenir à l'anagramme de l'idée de progrès, qui est le degré d'espoir. C'est les mêmes lettres dans un autre ordre. Et au moment où on a commencé d'abandonner le mot progrès pour le remplacer par le mot innovation, j'y reviendrai, il s'est passé un événement dont je ne sais pas s'il est la cause, l'effet ou simplement une coïncidence. Dans les années 1990, on a fait un truc incroyable, symboliquement incroyable. On a retourné les poussettes de bébés. Les gens de ma génération étaient poussés dans le sens inverse de la marche. De sorte qu'on pouvait regarder la personne qui nous poussait, notre père, notre mère, quelqu'un d'autre, échanger avec cette personne des sourires, des grimaces, des onomatopées, enfin bref, on était connectés à notre origine, et une fois qu'on avait pris confiance dans ce lien, à un certain âge, on était propulsé vers l'avant, et puis dans ces années-là, en 90, on a retourné les poussettes, les enfants sont poussés dans le sens de la marche, et ne voient que des visages inconnus. Et il me semble que ce retournement est symptomatique ou symbolique d'un changement du rapport au futur. Voir des inconnus, ça peut faire peur. Et donc la première mesure que je propose ce soir, je ne sais pas si la BPI pourrait la financer, c'est de retourner les poussettes. L'autre chose que je voulais dire et qui résulte d'un travail qu'on a mené à l'Académie des technologies, avec un logiciel, on a compté l'occurrence des mots, certains mots, dans les discours publics. En prenant comme base de données les discours institutionnels, les discours politiques, pas ce qu'on trouve sur Internet. Et les deux mots qu'on a testés, si je veux dire, sont le mot progrès, d'une part, et le mot innovation, d'autre part. Et ce qu'on a vu, c'est ce que notre oreille confirme d'ailleurs, c'est que le mot progrès, qui a été écrit pendant plusieurs siècles avec une majuscule, a perdu sa majuscule après la Deuxième Guerre mondiale. Il a commencé de décliner en fréquence en 1980, au moment où réapparaît un très vieux mot de la langue française qui avait été abandonné, le mot innovation, et le croisement du progrès qui descend et de l'innovation qui monte s'est fait en 2003. Alors aujourd'hui, le remplacement est total, on ne parle plus que d'innovation, et la question que je voudrais poser en 2042, c'est est-ce que notre façon aujourd'hui de parler d'innovation rend justice à l'idée de progrès? En fait, croire au progrès, c'est faire l'effort intellectuel de configurer le futur à l'avance d'une façon crédible et attractive. Le progrès, c'est pas l'utopie. Il ne s'agit pas de penser à un autre monde sans dire comment on peut l'atteindre. Et ce qui va donner du crédit à cette idée, c'est la science. La science et ses applications. Et donc, on suppose que le temps qui passe, il est constructeur. Il est complice de notre liberté et de notre volonté. Et plus de temps aura passé dans le futur, mieux ce sera pour nous. Et donc, c'est une idée qui est à la fois doublement consolante et sacrificielle, comme dit Emmanuel Kant. Elle nous console des malheurs du présent, et en même temps, elle nous console des efforts qu'il faut accomplir pour que cette idée qu'on a du futur devienne un jour présente. Et donc, il faut en quelque sorte sacrifier du présent personnel au nom d'un futur collectif.
ce qui suppose d'avoir une philosophie de l'histoire. Et le fait qu'on parle d'innovation est plutôt signe de mauvais signe. J'ai rien contre l'innovation, au contraire. Mais les rhétoriques dans lesquelles on insère ce mot supposent que, implicitement, le temps qui passe est corrupteur. Le temps aggrave les problèmes, rend les défis de plus en plus difficiles à surmonter, et on nous dit l'innovation, c'est ce qu'il faut faire pour maintenir le monde. Et d'ailleurs, quand on regarde l'histoire du mot innovation, on l'a fait avec un collègue de mon laboratoire qui s'appelle Vincent Bontemps, on s'aperçoit que c'était un mot innovation en latin qui désignait d'abord au XIVe siècle un avenant à un contrat. Une innovation, c'est ce qu'il fallait changer dans un contrat pour que le contrat demeure valable. Donc l'innovation était associée à la conservation. Je n'ai pas le temps de raconter la suite de l'histoire, mais en gros, innover, c'est changer ce qu'il faut changer pour que ça ne change pas. Comme dit quelqu'un dans le Guépard. D'accord ? Et il me semble que c'est l'état critique du présent qui justifie nos actions en matière d'innovation, et non pas une certaine idée positive que nous avons du futur. Ah ben voilà. Donc ma proposition, c'est de remettre sur le devant de la scène ce que fait ici le mot progrès, en le faisant progresser, c'est-à-dire en le soumettant à lui-même. Que devons-nous changer dans l'idée de progrès pour que l'idée de progrès soit à nouveau pertinente? Je vous remercie pour votre attention. Bonjour à tous. Le progrès, c'est une histoire, et c'est peut-être la plus belle histoire que l'homme ait jamais inventée. Je pense que rien de grand, rien de durable ne peut s'accomplir dans notre monde sans qu'on ne soit guidé par cette idée. Le progrès porte quand même une promesse très forte, celle de construire un monde meilleur que l'ancien. Le progrès nous permet de maintenir ce rêve, de maintenir ce désir, de maintenir cet acte de foi en l'humanité. Et je me dis que plus notre monde est dévasté, plus nos sociétés sont sceptiques, plus nos expériences sont heurtées, plus on doit s'attacher à cette idée. Nous n'avons pas d'autre choix, nous n'avons pas d'autre alternative. C'est le plus grand récit fédérateur, le seul qui nous reste, le seul qui nous donne de l'espoir, parce qu'il met l'accent sur notre capacité, il met l'accent sur notre responsabilité collective à construire un monde, plutôt que sur nos infirmités, nos égoïsmes ou nos lâchetés. C'est une conviction forte que je porte en tant que philosophe et pour laquelle je me bats depuis des années. Comment j'en suis arrivée là? J'ai fait des études de philosophie à la Sorbonne, parcours très linéaire, jusqu'à ma thèse de doctorat sur la Renaissance, et plus exactement sur la notion de métamorphose, de transformation, de flux. Et j'étais très loin de me douter à l'époque que j'avais mis les germes d'un projet à venir. Les hasards de la vie ont voulu que je bifurque. J'ai donc travaillé un certain temps dans le journalisme, dans l'édition. Il y avait en moi une insatisfaction fondamentale. Mais quoi? Il fallait que je tire ça au clair. Ne me demandez pas pourquoi. Ça s'appelle le factum chez les Grecs. J'ai fait un master spécialisé en management dans une grande école de commerce. Et 18 mois plus tard, il se passe quelque chose. Une sorte d'électrochoc entre la plus pure formation académique que j'avais reçue et une autre qui me rendait plus aguerrie aux réalités, aux problématiques du monde de l'entreprise. Et là, illumination à proprement parler, je réalise au plus profond de moi ce que j'ai envie de faire, philosopher en entreprise, philosopher au plus près des défis de notre monde. Et c'est là où l'aventure a commencé pour moi, il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Je m'étais dit, puisque l'innovation est au cœur de nos sociétés de haute technologie, et comme la Renaissance est le berceau de l'innovation en Europe, mais voyons ce que les hommes de ce temps-là ont à nous dire. Et croyez-moi,
Ils ont beaucoup à nous dire. En faisant des incursions dans le passé, j'en suis persuadée, on peut ramener des choses futuristes pour notre présent. C'est en revenant en arrière que j'ai entendu parler d'avenir, d'audace, de foi en l'homme, d'explosion de forces créatives, d'imagination. Cette imagination qui est plus forte que la peur, qui nous permet de déployer un élan vital et de répondre aux forces délétères qui menacent notre société. Et ce n'est donc pas étonnant que ce soit là que commence cette histoire du progrès, avec le philosophe des sciences, Francis Bacon. Avec lui, et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le progrès prend une signification temporelle, il se tend vers l'avenir avec la conviction que l'homme pourra améliorer sa condition à travers l'accroissement de ses connaissances. Et donc cette idée de progrès, elle va traverser les siècles, elle va façonner notre modernité en la guidant vers plus de liberté, vers plus d'émancipation et de justice. On connaît la suite de l'histoire. Première moitié du XXe siècle, la machine s'enraye. On avait mis toute notre foi dans la science et la technique et on réalise qu'elles peuvent aussi se mettre au service de la barbarie. Il y a donc cette dissociation fondamentale qui se fait entre progrès scientifique et technique et progrès moral et spirituel, malgré la grande parenthèse optimiste qui va de 1945 jusqu'à la chute du mur. Et ce ne sont pas les déflagrations géopolitiques actuelles qui vont nous mettre du baume au cœur, puisqu'elles nous confrontent à des temps obscurs qu'on croyait révolus. Aujourd'hui, le progrès, c'est une croyance qui vacille, et ce n'est pas évident. Il faut bien le dire, la crise du progrès est toujours une crise de l'avenir. On sent bien que notre monde a perdu cet optimisme historique que portaient les Lumières, avec cette idée d'un perfectionnement continu, mais que portaient aussi les philosophies de l'histoire au XIXe siècle, pour lesquelles l'histoire a un sens qui se réalise presque à notre insu. On a perdu notre naïveté. Aujourd'hui, ce qu'on redoute, ce sont les effets de notre propre puissance. Alors oui, le progrès a déçu. On sait que notre temps est aléatoire, que notre condition est précaire. On n'est plus tout à fait sûr que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Mais cette humilité retrouvée est peut-être notre plus grande chance. Certes, l'histoire n'a pas de sens, mais elle a du sens. Et ce sens, on devient libre de le créer, de le démultiplier à travers toutes les dynamiques positives que nous pouvons enclencher. Autour de nous, on ne compte plus les exemples d'économie circulaire et régénérative pour aller vers un monde plus durable. On ne compte plus les innovations sociales qui nourrissent cette idée de progrès. On sait aujourd'hui que quand il y a une volonté collective forte, on peut infléchir le cours de l'histoire. D'après une étude toute récente, le trou de la couche d'ozone a diminué de 4 millions de kilomètres carrés cette dernière décennie. J'aime beaucoup ce que disait l'historien François Furet au sujet des utopistes. Mais ça s'applique aussi à tous ceux qui initient des projets porteurs d'espérance. Il disait que sans ces maîtres rêveurs, nous sommes condamnés à vivre dans le monde où nous vivons. C'est dire que nous avons besoin du courage, de la volonté, de l'audace de ces précurseurs qui nous ouvrent des voies, de ces précurseurs qui nous ouvrent des voies. Donc voilà, je pense que ces précurseurs sont essentiels pour nous parce qu'ils nous montrent que l'homme a une vertu inaugurale, il relance l'histoire, il n'est pas emporté par le cours des choses, des visionnaires qui nous poussent à voir notre temps sous-meurtri à travers ces innovations, à travers ces surgissements. Et c'est tout le sens de mon combat de philosophe. Montrer que la Renaissance, ce n'est pas qu'une période de l'histoire, c'est une promesse récurrente. C'est un pari qu'on fait sur l'avenir. C'est la confiance que tous ces actes que nous posons, qu'ils soient petits ou grands d'ailleurs, eh bien, ils nous tiennent ensemble
il participe à l'harmonie de notre société et surtout, il contribue à porter notre monde et c'est immense. Merci. Peut-être aurais-je dû, en ma qualité d'avocat, envisager cette question sous un angle académique ou juridique, mais je dois confesser que depuis que nous avons remporté avec l'équipe de France une médaille d'or aux Jeux paralympiques en cécifoot, l'avocat a été quelque peu éclipsé par le joueur de cécifoot dans mon cerveau, et j'espère que vous ne m'en voudrez pas d'axer mon discours sur le sport. Il y a quelques semaines, lorsque BPI me faisait l'honneur de me confier le micro lors d'un événement consacré au sport, je formulais une proposition qui se voulait autant un souhait qu'une prédiction en affirmant que le sport pouvait être une arme d'inclusion massive. Aujourd'hui, après que ce soit inscrit dans la mémoire collective, le souvenir ému de quelques moments d'histoire que nos sportifs ont ajoutés à l'histoire du sport français, je voudrais évoquer ce que le progrès que furent ces moments et ce qu'il faudrait pour que ce progrès d'un instant soit un progrès durable. Le progrès que furent ces Jeux paralympiques, je pense que nous en avons tous en mémoire quelques illustrations. Des aulas silencieuses qui se sont élevées au sein du stade Tour Eiffel, en passant par la médaille d'Aurélie en boccia qui enthousiasma la France entière. De mon côté, je voudrais évoquer avec vous, partager avec vous deux anecdotes un peu plus personnelles. Il y a 2 jours, une collègue me racontait que sa grand-mère de 87 ans avait, de manière quelque peu dictatoriale, décidé que le samedi de notre finale, toute la famille déjeunerait à 18 h pour, je cite, éviter qu'on ne la dérange pendant qu'elle regarderait notre finale. Il y a quelque chose de superbe, je trouve, à imaginer que le cécifoot aura transformé une grand-mère en supportrice acharnée, en ultra de cécifoot. Il y a également cet enfant que j'ai rencontré il y a quelques jours et qui me disait, en parlant également de cette finale, « Vous êtes le meilleur, monsieur, même si vous n'avez pas touché beaucoup de ballons. » Je trouve qu'il y a là encore quelque chose de formidable dans ce compliment, parce qu'il témoigne de ce que, dans l'imaginaire de cet enfant, il n'y avait plus de considération liée au handicap, simplement une passion et aucune compassion, et il y avait un compliment d'un supporter à un sportif, avec, il est vrai, une objectivité un peu ferme, dirons-nous. Du côté des peut-être n'est-il pas inutile pour mesurer le chemin parcouru de se souvenir de là où nous étions à l'aube de ces Jeux paralympiques. Nous recevions à cette époque déjà de nombreux témoignages de sympathie ou d'amitié. Les uns nous disaient formidable, les autres nous disaient courageux, héroïque. Mais nous qui voulions l'égalité plus que la bienveillance, l'estime plus que la considération, nous envisagions avec un peu de tristesse, je dois dire, ces mots de courage et cet héroïsme d'apparat qui n'était qu'une forme de compassion. Du côté des supporters, sans doute ceux qui firent avec nous ce progrès, ceux qui ont écrit avec nous ces pages d'histoire et d'émotion, sans doute n'avaient-ils pas conscience de ce qu'ils allaient vivre en venant aux Jeux paralympiques. Et entendons-nous bien, il ne s'agit pas ici de leur en faire le reproche. Qui serais-je pour blâmer tous ceux que des millénaires de préjugés avaient placés du côté des curieux plutôt que de celui des enthousiastes? Comment blâmer tous ceux qui ne s'étaient même pas intéressés à cet événement dont ni l'histoire, ni la culture, ni la médiatisation passée n'auraient pu leur faire soupçonner à quel point il allait être grandiose et extraordinaire? Alors, saluons plutôt les enthousiastes et comprenons les sceptiques et les indifférents. Mais venus par hasard, ils sont tous restés par conviction. Venus par intuition, ils sont en général demeurés par passion. Venus en simples spectateurs, ils se sont avérés des supporters acharnés. Non pas par bienveillance, non pas par solidarité, non pas par compassion, mais par passion partagée, par admiration sportive peut-être, parfois. Alors, sans doute que des moments de sport et d'émotion, la France qui vibre pour du foot, nous l'avons déjà connu. Mais la France qui renverse des millénaires de préjugés, un imaginaire collectif, en écrivant avec ses para-athlètes
des histoires et des moments de sport partagés en oubliant la situation de handicap, mais en étant guidés uniquement par ce que le sport peut avoir de transcendant et vibrant. Il me semble que nous ne l'avions encore jamais connu. Pendant cette parenthèse enchantée, nous, sportifs, nous avons également fait notre part. Et chaque fois qu'on nous en donnera l'occasion, à la tribune ou sur les terrains, nous ferons notre devoir. Mais tout ce que ces victoires, ces émotions nous ont apporté de certitude et de plaisir, elles ne les ont pas optées en humilité. Nous savons tout ce que nous devons à nos efforts et aussi tout ce qui ne nous appartient pas dans ce destin favorable. C'est précisément parce que nous avons une conscience aiguë de tout ce qu'il faut pour renverser durablement des préjugés aussi fortement ancrés que nous savons que nous ne pourrons pas seuls, sans le concours de tous, faire de cette révolution que furent les Jeux paralympiques un progrès durable et définitif. Pour ne parler que des aspects économiques et sportifs, il faudrait sans doute se souvenir pour que les spectateurs s'intéressent aux Jeux paralympiques, il suffit peut-être de leur montrer de manière qualitative, et que parfois l'audience et l'intérêt sont affaires d'exposition et, disons, d'emballage. Il faudra en outre se rappeler qu'il y a avec le parasport un marché économique à construire, un produit à valoriser, un univers économique à conquérir, qu'il y a avec les para-athlètes des projets innombrables à soutenir, des aventures dans lesquelles s'engager financièrement et individuellement, et des histoires extraordinaires à continuer à raconter. Bref, nous avons fait la révolution, mais la République saine et apaisée n'est point encore née. Le handisport a eu son 1789, il lui faut son 1870. Et au-delà du sport, mais en utilisant le sport, il vous appartient à nous comme à nous de faire votre part pour que nous passions durablement et de manière irréversible de l'inclusion à la liberté, de l'égalité de fait à l'égalité de droit, du paternalisme à la fraternité et de la compassion à la façon partagée. Merci beaucoup. Tant de profondeur dans l'incarnation par les entrepreneurs, les créateurs, les scientifiques, tous ceux que j'ai appelés les grands vivants ce matin, les féconds. C'est très émouvant. Ce que je retire, au fond, et Gaël vient de le dire d'une certaine manière, c'est que dans cette époque où on parle beaucoup de la quête du sens, on le voit bien d'ailleurs chez BPI France, on le voit chez tous les entrepreneurs, on le voit chez les Français. Il faut se souvenir que, philosophiquement, la quête du sens, en fait, c'est la quête de l'autre. C'est la quête de l'autre. Et se souvenir, par conséquent, que cette année, en France, il y a eu un immense succès de cinéma. C'est le film de Artus. Il a fait 11 millions d'entrées. Quelque chose de plus. Un petit truc en plus. Et ça veut dire quelque chose sur 11 millions. C'est qu'en fait, il y a une demande incroyable de l'autre dans cette société qui paraît si divisée. Elle paraît divisée, elle l'est d'ailleurs en partie, elle doute du futur, mais elle est en immense demande de vivre ensemble. Et c'est ça qui fait le sens. Or, ici, aujourd'hui, c'est l'événement du vivre ensemble par l'entrepreneuriat, par l'entreprise, par les découvertes collectives. Le vivre ensemble, c'est se rappeler qu'en fait, on met l'entreprise au cœur du projet de la société française. Au cœur du projet de la société française. Ce qui me ramène à ma conclusion de ce matin. Il est urgentissime que les entrepreneurs prennent beaucoup plus la parole dans le débat public français. Dans toutes ces tables rondes qu'on voit sur les chaînes d'information continue, combien d'entrepreneurs? Zéro, je suis désolé, pratiquement zéro. Ça ne peut plus durer. C'est insupportable. Insupportable. Il faut que ceux qui sont la matrice même du vivre ensemble par l'entreprise
le projet, l'amour du futur, soit présent sous les spots dans le débat public français. Et pas seulement un jour par an à Bercy Arena. Voilà ce que je vais vous dire ce soir. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est pour vous rappeler qu'il y a eu 300 conférences aujourd'hui, 1000 intervenants. Vous vous rendez compte? Vous imaginez le brassage d'aujourd'hui? Et donc je voudrais remercier toute l'équipe de BPI France, toute la famille qui a organisé cet événement. Voilà. Et donc, comme tous les ans, je vais demander à l'équipe de venir sur scène avec moi. Vous allez les applaudir. Juliette, Julien, Paul, les membres du comité de l'enseignement. Venez. Vous avez là. Il est où Thierry? Thierry, qui est le grand logisticien de cet événement incroyable. Vous avez là une équipe qui assure la permanence des entrepreneurs français depuis de très nombreuses années. Certains depuis le début, 12 ans. Certains avec lesquels je suis en compagnonnage depuis 30 ans. Hein? Voilà. Et c'est ça qui fait qu'on arrive, je pense, à faire ce genre de petits miracles. Je vous remercie. Itinéraire Business, l'émission qui parle le mieux de vos succès.